Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Et je voudrais remercier particulièrement Florence Strigler pour m'avoir invitée à venir ici. Mon français est un peu rouillé, donc je m'excuse d'avance pour mon accent et parfois je vais avoir des difficultés à trouver les mots, mais j'espère que ça ira. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des recommandations nutritionnelles exprimées en termes d'aliments ou repères des consommations alimentaires. Donc je vais utiliser les termes recommandations ou repères pour me référer ou faire référence à ça. En anglais, on les appelle les Food-Based Dietary Guidelines. Donc tout d'abord, je vais vous introduire le FIC. Le FIC, c'est les Conseils européens de l'information sur l'alimentation. C'est un organisme à but non lucratif qui fournit des informations aux médias, aux professionnels de la santé et de la nutrition et aux enseignants sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments, ainsi que sur la santé et la nutrition, s'appuyant sur des recherches scientifiques et en veillant à ce que ces informations puissent être comprises par les consommateurs. La mission de l'EFIC est de faire en sorte que les consommateurs acquièrent plus de connaissances sur ces sujets et de les aider à choisir une alimentation équilibrée et un style de vie sain. Le FIC est financé par des compagnies du secteur agroalimentaire et on reçoit aussi des fonds publics à travers de la Commission européenne par des projets de recherche. Je commencerai par vous parler en quoi consistent les recommandations nutritionnelles exprimées en termes d'aliments, puis de leur histoire. Ensuite, je toucherai un mot sur les processus pour arriver à avoir des recommandations nutritionnelles exprimées en termes d'aliments. Je vous donnerai quelques exemples de repères de consommation en Europe. Aussi, je mentionnerai certains de leurs limites. Et je finirai par vous parler de la connaissance, la compréhension et l'utilisation par les consommateurs de ces repères. Donc, en quoi consistent les repères de consommation? À l'heure actuelle, on est confronté à des masses d'informations et de conseils concernant la nutrition et la santé qui sont disponibles et mises à disposition par diverses organisations. Cependant, ces informations peuvent sembler relativement complexes et ne sont pas totalement comprises par la majorité des consommateurs. Elles sont par conséquent d'une utilité limitée au moment de la préparation des repas en famille et il s'avère donc nécessaire de proposer des conseils en cette matière que l'ensemble des consommateurs puissent comprendre. Ceci m'amène aux repères de consommation alimentaire qui donnent des indications de ce que les individus devraient manger en termes d'aliments plutôt que de nutriments. Ils constituent un guide pour la planification des repas ou des menus quotidiens et ils sont conçus pour encourager des choix alimentaires plus sains et équilibrés, réduire les maladies chroniques et ensuite améliorer la santé publique par ces biais. L'Organisation mondiale de la santé décrit les repères de consommation alimentaire comme des principes d'éducation à la nutrition exprimés sous la forme d'aliments, comme j'avais mentionné. Les repères doivent être destinés au grand public et s'ils ne sont pas entièrement exprimés en termes d'aliments, ils doivent être écrits dans un langage qui évite, dans la mesure du possible, les termes techniques de la science de la nutrition. Parmi les éléments principaux des repères de consommation, on trouve qu'ils doivent proposer des messages simples, préconisant une alimentation saine, qui sont adaptés à la population concernée, au groupe de population spécifique, et faciles à suivre. C'est-à-dire qu'ils doivent être délivrés sous la forme de conseils diététiques pour les individus au sein d'une population. Souvent, ces repères sont représentés de façon graphique. Ils contiennent des messages généraux et élargis, comme par exemple manger de fruits et légumes en quantité,
mais parfois ils contiennent aussi des messages plus spécifiques, comme par exemple manger 5 fruits et légumes par jour. Parfois, ils indiquent les types d'aliments, comme par exemple manger des produits laitiers allégés en matière grasse ou du lait écrémé, ou concerner un repas en particulier, comme par exemple prenez un petit déjeuner tous les jours. Ils tiennent compte des questions de santé publique comme les maladies chroniques, en ciblant les nutriments qui peuvent avoir une incidence sur la maladie. Donc, par exemple, si on a une préoccupation au niveau des maladies cardiovasculaires, on va avoir des repères qui parlent de réduire les teneurs de matières grasses saturées ou la consommation de matières grasses saturées. D'autres éléments peuvent être aussi considérés dans les repères, comme par exemple le plaisir de manger ou les aspects culturels qui varient d'un pays à l'autre. Si on regarde l'historique de ces repères, on sait, avant d'avoir découvert même les vitamines, on savait que certains aliments étaient importants pour la santé. Et dans le passé, les recommandations nutritionnelles s'appuyaient sur des observations, comme par exemple James Lind, qui était un chirurgien de l'armée britannique au XVIIIe siècle. Il démontra que les citrons verts et les oranges guérissaient les scorbut chez les marins. Et ça a eu un suivi dans des actions qui ont amené à empêcher ou à éradiquer les scorbut. L'élaboration quand même des repères est plus récente que ça. Je vous donne ici quelques dates qui sont significatives. Donc en 1992, il y a eu une conférence internationale sur la nutrition organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé, dont la OMS et la FAO. Et il y a eu un plan d'action qui a été adopté qui préconisait la diffusion des informations relatives à la nutrition. De même, ça a marqué le passage des politiques dictées par les chiffres aux politiques axées sur les problèmes de santé publique majeurs. En 1996, la FAO et l'OMS ont publié un rapport pour l'élaboration des repères de consommation alimentaire qui reste encore un document de référence sur les sujets. Puis, il y a eu certaines organisations aussi qui ont réalisé des séminaires consacrés à l'élaboration des guides alimentaires et à l'éducation à la nutrition. Donc, il y a eu plusieurs, en collaboration ou pas avec des institutions internationales. En 2000, il y a, au sein du projet européen Eurodiet, il y a eu la création d'un cadre de travail pour les repères de consommation au sein de l'Union européenne. En 2003, l'OMS a réalisé une étude qui regardait quelle était la proportion de pays dans la région européenne qui avaient des repères de consommation établis ou en cours d'élaboration. Et il montre que 33 pays à ce moment-là, sur 48 qui étaient participants, avaient des repères établis ou en cours d'élaboration. En 2006, il y a l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité alimentaire, a réalisé un colloque scientifique sur les thèmes de repères de consommation et a établi les principes pour leur élaboration dont je parlerai plus tard. Puis il y a eu, la Commission par exemple a financé des projets comme Eureka, qui est un réseau d'excellence qui vise à harmoniser les méthodologies pour arriver aux recommandations nutritionnelles en matière de micronutriments en Europe. Et là, il y a des équipes de recherche qui ont regardé les repères de consommation et comment les consommateurs les utilisent, les comprennent et les reconnaissent. En 2009, EFIC a travaillé avec la FAO dans un séminaire qui regardait la diffusion et l'évaluation des repères de consommation dans les pays de l'Europe centrale et orientale. Qu'est-ce qu'il y a de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des repères de consommation? Le point de départ pour l'élaboration des repères de consommation doit être l'état nutritionnel de la population cible. Ceci n'est pas toujours facile à réaliser
On trouve dans certains cas des recommandations provisoires qui sont élaborées à partir des recommandations nutritionnelles d'autres pays ou d'autres repères de consommation nutritionnelle ou conformément au guide de l'OMS appelé CINDI, dont on parlera plus tard. Cependant, l'évaluation de l'état nutritionnel de la population cible reste le meilleur élément pour arriver à de bons repères de consommation, car il tient compte des états nutritionnels et des problèmes de santé publique propres à chaque pays. En Europe, les principaux problèmes de santé publique qui touchent à l'alimentation et aux maladies non transmissibles liées au style de vie, c'est l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les cancers. Et ces maladies peuvent provenir en partie d'un excès de nutriments caloriques, mais aussi d'une carence en certains micronutriments. Les repères de consommation doivent ainsi englober des messages autant positifs que négatifs. Donc, des messages négatifs viseraient à réduire l'ingestion de certains nutriments, donc par des conseils comme manger ou privilégier la viande maigre pour diminuer la consommation des graisses saturées, mais aussi des messages positifs comme manger X portions de viande pour augmenter par exemple l'apport en fer. Les rapports issus par l'FAO et l'OMS, donc en 1996, invitent à l'inclusion des représentants des différents secteurs. Donc, les rapports invitent à la formation de groupes d'experts provenant des différentes disciplines, donc incluant des nutritionnistes, des consommateurs, de l'industrie agroalimentaire, dans l'élaboration des repères de consommation, et ceci pour augmenter leurs chances de réussite, mais aussi la sensibilisation et l'acceptation des repères de consommation. Ceci est aussi compris dans l'avis issu par l'EFSA en 2008. L'EFSA, comme j'ai dit, conseille 7 étapes pour l'élaboration des repères que vous avez sur cette slide. Donc, d'abord, il faut mettre en évidence les liens entre alimentation et santé. Il faut identifier les problèmes d'ordre nutritionnel propres à chaque pays. Il faut identifier les nutriments importants pour la santé publique, les aliments pertinents pour les repères de consommation. Il faut identifier les modes de consommation alimentaire de la population. Il faut mettre à l'épreuve et optimiser les repères de consommation. Et idéalement, il faudrait avoir des représentations graphiques qui rendent les repères plus accessibles. Et bien sûr, il faut actualiser régulièrement les repères de consommation et d'évaluer leur efficacité pour, ceci doit être pris en compte dans la phase d'élaboration, surtout pour être sûr qu'on a des ressources suffisantes pour réaliser cette évaluation. Ces rapports aussi mentionnent des facteurs à prendre en considération lors de la mise en œuvre des repères de consommation. Donc, par exemple, les messages des repères doivent être courts et clairs, ils doivent être faciles à retenir, compréhensibles et acceptables sur les plans culturels. On peut avoir des documents pédagogiques supplémentaires qui donnent des explications supplémentaires pour l'application de ces repères de consommation. Et idéalement, ces documents pédagogiques devraient être mis au point en collaboration avec d'autres parties prenantes comme des professionnels de la santé. Il faut diffuser les informations par le biais des différents médias pour augmenter l'impact des repères. Il faut une diffusion adressée et ciblée aux groupes concernés. Les repères de consommation doivent être pratiques et praticables, donc ils doivent être des choses que les gens perçoivent comme réalisables. Et ils doivent être mis à l'épreuve par les professionnels de la santé d'abord, et puis ensuite les tester avec des consommateurs. L'EFSA recommande également d'intégrer les repères de consommation dans une politique cohérente d'alimentation et de nutrition pour que la mise en œuvre soit efficace. Le rapport de l'FAO et l'OMS aussi insiste sur le fait que l'évaluation est une étape critique pour assurer le succès et identifier ce qui doit être amélioré.
Et ils font la distinction entre l'évaluation des résultats et l'évaluation du processus. Dans l'évaluation des résultats, on mesure les résultats ou l'impact des recommandations. Par exemple, la connaissance des consommateurs de ces recommandations, leur attitude, les comportements, etc. Et ceci se fait principalement par le biais des enquêtes. Dans l'évaluation du processus, on estime la façon dont un message est diffusé ou mis en pratique. Donc, la question à poser dans ces cas-ci, c'est est-ce que la campagne de communication a été mise en place comme prévu? Ainsi, si les résultats de l'évaluation sont décevants, l'évaluation du processus doit recueillir des informations sur la façon d'améliorer la diffusion des messages à l'avenir. L'EFSA, à son tour, fait dans l'évaluation des résultats, ils font la division entre évaluation de l'activité et évaluation des effets. Et bien sûr, il est plus facile de suivre l'activité que l'effet, car les indicateurs d'activité sont plus aisément à recueillir et à quantifier. Ce sont par exemple le nombre de brochures ou de dépliants qui ont été demandés, distribués et vendus. Cette évaluation de l'activité peut servir aussi à évaluer la sensibilisation et la connaissance des recommandations. Quant à l'évaluation des effets, l'avis de l'EFSA recense également des méthodes pour mesurer ça, par des changements dans les ventes ou l'achat alimentaire, malgré le fait qu'on doit être prudent en interprétant ces données, car ça ne reflète pas nécessairement la consommation individuelle. Il faut aussi mesurer des changements de la composition des aliments, tout en sachant que les repères peuvent avoir un effet sur la reformulation des produits. Des changements dans la consommation d'aliments et de nutriments. Et ceci, les indicateurs sont souvent des enquêtes nutritionnelles. Et des changements de l'état sanitaire. Et là-bas, il est possible de faire appel aux marqueurs biologiques, au taux de morbidité et de mortalité, ainsi qu'indicateurs plus spécifiques. En tout cas, les résultats du suivi et de l'évaluation doivent ensuite être utilisés pour améliorer les repères de consommation ou la façon dont ils ont été mis en œuvre. Maintenant, on va passer en revue certains exemples de repères de consommation alimentaire en Europe. Donc, comme je dis, la majorité des pays européens possèdent des repères de consommation et presque tous ces repères comprennent des conseils au sujet d'aliments contenant des matières grasses et sucres, consommation de fruits et légumes, aliments contenant des protéines, aliments riches en glucides et fibres alimentaires, réduction des quantités de sel, absorption de liquides en quantité suffisante, maîtrise de la consommation d'alcool et du poids corporel, et d'autres aspects liés, ça c'est selon les différents repères, liés au style de vie comme l'activité physique, la prise de repas régulière ou des conseils d'hygiène alimentaire. Certains pays disposent d'une liste de messages écrits, alors que d'autres vont plus loin et ont aussi une représentation graphique. Donc, sur l'écran, vous avez des exemples de repères écrits. Ici, ça concerne l'Italie et le Danemark. Vous pouvez voir qu'il y a la base qui est commune aux deux pays, mais par exemple, le Danemark, comme dernier conseil, ici en bas, fait référence à l'activité physique, tandis que l'Italie n'en fait pas. Mais l'Italie, par exemple, a des conseils sur la sécurité des aliments. La plupart des pays aussi disposent des représentations graphiques qui souvent répartissent les aliments en différents groupes. D'un côté, on a les aliments dérivés des animaux, qui est à son tour subdivisé en groupes de viande qui comprend aussi les poissons, les œufs, les légumineuses et dans certains cas, comme par exemple l'Espagne, les fruits à coque, et les groupes des produits laitiers et du lait. Et en deuxième lieu, il y a les aliments dérivés des plantes qui comprennent les céréales, incluant les pommes de terre et les fruits et les légumes. Les aliments qui contiennent du sucre, souvent sont mis dans un groupe distinct,
associées ou pas aux matières grasses et huiles. Normalement, on les regroupe dans une catégorie d'aliments gras et sucrés. Et cette catégorie doit occuper ou occupe de facto une petite proportion du total de la représentation graphique en indiquant que ces aliments doivent être consommés avec une fréquence réduite ou en quantité réduite. Les liquides, l'eau et l'activité physique sont mentionnés souvent dans les informations complémentaires, donc le texte qui est ajouté autour du graphique ou dans des dépliants, brochures ou sites internet. Un des premiers modèles dont je vais vous parler, c'est la pyramide alimentaire, qui est la représentation graphique la plus populaire. Vous voyez qu'il y a pas mal de pays qui en ont. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais ceux-ci sont dans les diapositives. Les pyramides donc, ont différents niveaux et chaque niveau représente différents groupes alimentaires. Le niveau de base, qui est la partie la plus large de la pyramide, et les groupes alimentaires à consommer en plus grande quantité. Et souvent, c'est les pains, céréales et pommes de terre, mais vous verrez des exceptions à ça. Et les niveaux les plus étroits, la pointe de la pyramide, et souvent les groupes devant être consommés en faible quantité, comme les huiles, les aliments gras et sucrés. Donc ici, vous avez le cas de la pyramide irlandaise, qui compte 5 groupes, chacun formant un niveau. Donc, au niveau des bases, donc ici en bas, on voit, c'est la partie la plus large, et elle correspond au groupe alimentaire à consommer en plus grande quantité, à savoir les pains, les céréales et les pommes de terre. Les niveaux les plus étroits, donc à la pointe de la pyramide, c'est les groupes devant être consommés en faible quantité, à savoir l'huile, aliments gras et sucrés. Et au-dessus se trouvent les fruits et légumes, donc juste les deuxièmes à consommer en plus grande quantité. Au-dessus se trouvent les laits, fromages et yaourts. Et les conseils visant à boire des grandes quantités se trouvent à l'extérieur de la pyramide, sous la base. Si on regarde les pyramides suisses et belges, on voit que, en fait, là, on n'a pas les groupes de céréales dans la base, mais ça a été remplacé par les fruits et les légumes. On a aussi que la base de la pyramide, vraiment, est l'eau et les liquides, ou les boissons. Et on voit aussi que l'exercice se trouve à l'extérieur des deux pyramides, donc des deux côtés. Un autre exemple serait les pyramides espagnoles et grecques. Et ici, par exemple, il y a l'inclusion de l'alcool, donc du vin et de la bière en modération, mais aussi pour représenter les cultures méditerranéennes, l'huile d'olive qui fait une partie, donc ici c'est aussi un niveau de la pyramide, qui représente la culture. Dans les graphiques lettonnes, il y a un élément additionnel, donc il y a les pourcentages dans lesquels les aliments des différents groupes devraient être consommés et ils les mettent en dehors du graphique. Et comme vous voyez à la base, il y a à nouveau les liquides ou l'eau. La pyramide allemande, elle est un cas beaucoup plus complexe. C'est une pyramide tridimensionnelle qui porte ou qui donne des informations et des conseils qualitatifs, donc en termes de qualité nutritionnelle ou de quantité en nutriments des aliments qu'il contient, mais aussi quantitatif, donc au niveau de la valeur calorique des aliments et la proportion des aliments par rapport à d'autres. Donc ici, la pyramide a 4 faces. Il y a une phase pour les aliments d'origine principalement végétale, une phase pour les aliments d'origine principalement animale, une phase pour les matières grasses et les huiles alimentaires et une phase pour les boissons. Et dans chaque phase, il y a une gradation, donc des aliments qui doivent être consommés en plus grande partie vers ceux qui doivent être consommés avec plus de modération. Et ceci est indiqué aussi par les feux de signalisation, les couleurs des feux de signalisation passant du vert au rouge. La base de la pyramide est aussi intéressante. Ça comporte une autre représentation graphique, c'est un cercle qui donne
des idées sur les proportions relatives de chaque groupe à consommer dans l'alimentation courante. Et ici, à nouveau, l'eau va faire partie, elle est liquide, du centre de ce disque. Dans l'écran, vous avez maintenant la pyramide Cindy de l'OMS. Et ce qui est particulier à cette pyramide, c'est à nouveau l'usage des couleurs de fait de signalisation, donc du vert vers le rouge qui est dans la pointe, indiquant une consommation différente, de plus grande à plus modérée. Une autre représentation assez fréquente ou fréquemment utilisée, c'est les cercles assiette ou roue alimentaire. Ici, donc le cercle est divisé en segments et chaque segment correspond à un groupe d'aliments, la taille des segments indiquant la proportion ou la contribution recommandée de chaque groupe d'aliments. Ceci se trouve au Portugal, en Suède, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, par exemple, ça prend la forme d'une assiette. En Finlande, en Espagne, on trouve, en plus de la pyramide, une roue ou un cercle. En Allemagne, comme j'ai expliqué, leur pyramide trois-dimensionnelle a un cercle sur sa base. Les Pays basques ont un disque dont le centre contient des messages alimentaires. Et l'eau se trouve au centre des graphiques portugais et allemands. Et dans les cas espagnols, se trouve dans le centre des graphiques avec l'exercice ou l'activité physique. Donc ici, à votre gauche, vous voyez l'assiette anglaise. Et à droite, vous avez la roue espagnole. Un cas particulier, c'est le cas américain. C'est vrai que ça sort de l'Europe, mais je trouvais que c'était intéressant de vous le présenter. Donc, comme vous savez, les États-Unis avaient une pyramide qui a été remplacée récemment en 2011 par MyPlate, donc cette assiette, qui a 4 segments pour les fruits et légumes, enfin les fruits, les grains, les légumes et les protéines. Il y a aussi une partie supplémentaire qui est destinée aux produits laitiers pour donner une idée de la portion que ces groupes devraient occuper. Cette nouvelle représentation graphique a déjà fait l'objet de nombreuses critiques. Souvent, les gens sont sceptiques à propos du groupe protéines parce qu'ils ne tiennent pas compte que les graines et les produits laitiers peuvent être des bonnes sources de protéines. Aussi, l'appellation protéines peut porter à confusion puisque c'est un nutriment et on parle d'aliments. MyPlate ne fait pas la distinction entre les céréales complètes et raffinées et il ignore complètement la section concernant les graisses et les produits sucrés. Donc on verra ce qui va se passer avec cette nouvelle représentation graphique. Autres formes graphiques sont par exemple les cas de l'Hongrie où les repères de consommation sont accompagnés d'un graphique en forme de maison. Donc vous voyez que chaque étage de la maison, incluant les greniers, représente un différent groupe d'aliments. Et en France, comme vous le savez mieux que moi, depuis 2001, vous avez le Programme national de nutrition et santé, le PNNS, qui a pour objectif d'améliorer l'état de la santé de la population en agissant sur la nutrition, sur un des déterminants majeurs qui est la nutrition. Il a été prolongé en 2006 et puis en 2011. Et le PNNS quantifie ou a des objectifs quantifiés regroupés selon 4 axes que vous avez sur l'écran, dont réduire l'obésité et le surpoids dans la population, augmenter l'activité physique et diminuer la sédentarité, améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, notamment chez les populations à risque, et réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles. Les repères français prennent différentes formes selon les groupes de populations visées. Donc, vous avez un escalier pour les adultes qui montre les aliments pouvant être consommés en plus grande quantité sur les marches supérieures et ceux devant être consommés avec modération en bas de l'échelle ou de l'escalier.
Mais par exemple, pour les enfants, vous avez un Marel qui a des exemples d'activités physiques qui incitent les enfants à être plus actifs. Et pour d'autres groupes de population, vous avez des tableaux, donc pour les adolescents, les personnes âgées, etc. Donc ici, vous avez la représentation de l'escalier, que vous avez certainement vu, dans lesquels vous avez, par exemple, les groupes qui doivent être consommés avec modération, donc avec la mention limiter la consommation. Et vous avez des indications très précises comme 5 par jour pour les fruits et légumes ou 3 par jour pour les produits laitiers. Ici, vous avez certains des tableaux. Donc, la santé vient en mangeant, un tableau pour les adultes, mais vous avez aussi la version pour les adolescents, pour les personnes âgées, ou ici la Marel pour les enfants. Les repères des consommations, souvent aussi, sont accompagnés d'informations complémentaires qui les complètent. Donc, ça peut être des textes sur les graphiques, comme on a déjà vu, ou des textes en dehors du graphique, donc par des affiches, des pliants, des pages web, des brochures, qui sont destinées au grand public, à des consommateurs qui sont intéressés, mais aussi aux professionnels de la santé ou des enseignants. Donc, vous en avez aussi pas mal d'exemples dans les PNNS. Vous avez les guides alimentaires pour tous qui donnent l'ensemble des recommandations du PNNS et donnent aussi des réponses aux questions spécifiques sur l'alimentation et l'activité physique adaptées au profil des consommateurs. Donc, vous avez toute une série de profils et des conseils qui sont adaptés à ces profils. Les PNNS a aussi 9 repères clés pour aider à trouver un bon équilibre alimentaire. Vous les avez sur l'écran. Ils ont été repris, comme vous les avez vus, dans l'escalier et dans les différentes représentations graphiques. Et ici, vous avez, par exemple, un exemple d'affiche sur ces 9 repères. Ici, il n'y a pas celui de l'activité physique, donc il n'y a que 8. C'est ceux qui concernent l'alimentation. Et vous avez aussi des pages web dans lesquelles les consommateurs intéressés ou les professionnels de la santé peuvent trouver plus d'informations. Les repères de consommation ont parfois des limites, comme par exemple, bien sûr, ils doivent être un guide pour aider les individus à améliorer la qualité de leur alimentation, mais parfois, par le fait que ces représentations graphiques sont très simplifiées et contiennent très peu de messages, ils peuvent inciter à penser que tout le monde doit avoir les mêmes besoins et doit suivre les mêmes modèles alimentaires. Or, on sait que les gens ont différents besoins alimentaires et que plusieurs modes alimentaires peuvent arriver à un bon résultat au niveau de la santé. Aussi, les repères, une des limites des repères, c'est que l'équilibre alimentaire doit être atteint sur une période de plusieurs jours, voire semaines, et pour aussi donner ou pouvoir donner la place à des aliments qui doivent être consommés avec modération ou dont la consommation doit être limitée. Et aussi, un dernier limite serait où est-ce qu'on peut situer des choses comme les plats cuisinés. Donc, une pizza, où est-ce qu'on les situe? On donne dans les pyramides ou les assiettes ou les escaliers, on parle des groupes alimentaires et d'aliments, donc on parle des légumes, on parle de céréales, mais une pizza qui contient des légumes et de la farine, etc., qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut avoir aussi des connaissances alors culinaires pour pouvoir mettre en application les guides alimentaires. Je vais vous parler d'une étude qui a regardé la connaissance, la compréhension et l'utilisation des repères de consommation par les consommateurs. C'est une étude faite par les chercheurs du réseau d'excellence Eureka. Ils ont fait une revue de la littérature et pour finir, ils ont inclus 28 études au niveau mondial sur l'efficacité des recommandations. Et ce qu'on peut voir, c'est que une fois les repères évalués sur la base des définitions,
on peut voir qu'au niveau de la prise de connaissance, les consommateurs sont ou connaissent l'existence des recommandations de consommation dans une certaine mesure, mais ceci n'est pas toujours accompagné par une prise de conscience approfondie ou une répercussion sur l'utilisation de ces guides. Au niveau de la compréhension des recommandations, les résultats qu'on trouve sont mitigés. Donc, on voit que les principaux concepts, comme par exemple réduire la consommation des graisses, sont généralement très bien connus par les consommateurs, tandis que les principes plus abstraits, comme des informations sur les portions alimentaires, restent difficiles à appréhender par les consommateurs. Et quand on regarde l'utilisation, donc l'application des repères de consommation, on voit qu'il y a trop peu d'études disponibles que pour pouvoir juger de l'efficacité de leur utilisation. Donc on voit que la promotion des recommandations établies en termes d'aliments n'est pas toujours accompagnée d'une évaluation, qu'une fois que les repères sont évalués sur base de définitions claires et de méthodes bien étudiées, il serait possible de comparer les études et de pouvoir tirer des conclusions sur leur efficacité, mais aussi ça nous permettrait d'essayer de voir quelles recommandations sont les plus efficaces et quelle est la contribution des repères de consommation à l'amélioration de la santé publique. Donc pour l'instant, comme je dis, il est prématuré de statuer sur l'efficacité des guides alimentaires et des repères de consommation pour promouvoir de saines habitudes nutritionnelles. Donc en conclusion, les repères de consommation sont des instruments efficaces de diffusion des informations qui sont nécessaires mais pas suffisantes. Presque tous les pays européens ont des repères de consommation alimentaire, et même si les détails varient d'un pays à l'autre, il existe de nombreuses similitudes. Les repères les plus communs portent sur la consommation de fruits et légumes, des glucides complexes en grande quantité, sur les choix des aliments au taux réduit de graisses saturées, sel et sucre. Les représentations graphiques comme les pyramides, les cercles, roues et assiettes dispensent des messages positifs et visuels concernant ce que nous devons manger. Que dans l'élaboration, avant d'établir des repères de consommation alimentaire, c'est important d'évaluer l'état nutritionnel et les habitudes alimentaires de la population cible et d'inclure dans les processus d'élaboration les différentes disciplines et prévoir un suivi et une évaluation régulière des recommandations. Pour assurer une mise en œuvre efficace, les messages doivent être pratiques et leur communication compréhensible et acceptable sur le plan culturel. Les résultats du suivi et de l'évaluation doivent ensuite être utilisés pour améliorer les repères de consommation ou la façon dont ils ont été mis en œuvre. Et il est encore trop tôt pour dire si les repères de consommation alimentaire ont un impact sur les habitudes alimentaires de la population au niveau européen. Un grand merci.